Yo team, what up, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de Rep Max et je vais vous expliquer pourquoi je trouve inutile de tester sa Rep Max. Let's go. Ok, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant pour avoir accès à plus de contenu. Donc aujourd'hui, on va parler de 1RM, on va parler de sa Rep Max. Le 1RM, ça représente la charge maximale qu'on arrive à soulever, pousser, tirer en un exercice de musculation en particulier. D'accord, c'est le max qu'on arrive à exprimer. Alors à travers cette vidéo, je vais faire principalement référence à de l'entraînement externe. Je parle ici, quand je fais référence à l'entraînement externe, c'est-à-dire qu'on manipule les charges externes. Si je parlais d'entraînement interne, du style entraînement mobilité, bien j'aurai un discours un peu différent. Et je vais faire référence principalement à des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire des mouvements qui incluent plusieurs articulations. C'est très important pour moi de le souligner ici. Et je vais faire référence, bien entendu, aux lifts principaux qu'on connaît tous, le développé couché, le squat, le deadlift, le soulevé de terre, le clean and jerk et le snatch. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que sur Instagram c'est un peu à la mode avec l'ascension du crossfit, de l'haltérophilie dans le crossfit, le retour du powerlifting un peu. On voit plusieurs personnes qui testent leur 1RM, qui montent leurs vidéos, qui réussissent ou qui ratent. Et si vous êtes un crossfitter, un powerlifter, c'est ok, je vais l'expliquer dans un instant, mais ça a une influence sur d'autres personnes qui cherchent tout simplement à faire du développement de force ou simplement du développement musculaire. Et ce que j'aimerais inviter les gens à faire, c'est de faire les choses tout simplement intelligemment et de comprendre pourquoi et comment faire les choses. Donc, je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est pas très intéressant pour la plupart des gens de tester ces 1RM et même pour les athlètes de haut niveau. Donc, je vais essayer d'expliquer tout ça ici d'abord et ensuite j'ai dessiné un graphe qu'on pourra analyser ensemble. Alors, le premier truc que j'aimerais dire, c'est que j'ai reçu pas mal de questions des gens qui me disent « Ah Kev, c'est quoi ta 1RM c'est quoi ton max au squat, c'est quoi ton max au deadlift ?» Et la réponse, c'est que j'en ai aucune idée. Pourquoi? De 1, parce que je m'en fous, et de 2, parce que je m'en fous. Ok? Pourquoi je m'en fous? Parce que c'est en aucun cas représentatif de mes capacités athlétiques. Ça ne dit absolument rien sur mes capacités athlétiques parce que je ne suis pas un crossfitter d'élite, pas un powerlifter et pas un haltérophile. Ok? Donc au final, combien je squatte, on s'en fout, ça veut absolument rien dire, ça donne aucune information sur vos capacités athlétiques en soi si vous n'êtes pas dans ces catégories que j'ai mentionnées, que je viens de mentionner. Un truc qui est très important à souligner quand vous entamez une quête de développement de quoi que ce soit dans le monde du fitness, et c'est très important pour moi de le souligner en tant que coach parce que c'est à ça que je pense quand je programme pour mes athlètes de haut niveau, pour moi-même ou pour d'autres. Il faut être capable de mesurer ce qu'on appelle le risk-reward ratio, le ratio risque et récompense, d'accord? Et il faut se dire, ok, est-ce que vraiment ça vaut la peine de prendre ce risque pour ce taux de gain, ce taux de récompense? Et ce que je vais vous expliquer ici, ce qu'on va voir sur le graphe, c'est qu'au final, on arrive à un certain point où ça vaut vraiment pas le coup de prendre plus de risques par rapport au gain qu'on va avoir en retour. Et quand on comprend ça et quand on garde ça en tête, on arrive à programmer les choses d'une meilleure façon. Mais avant tout ça, j'aimerais expliquer 2-3 petits trucs qui sont importants selon moi. Il faut déjà comprendre comment une blessure arrive pour comprendre pourquoi j'aimerais faire cette vidéo. Alors une blessure, c'est très simple, j'ai déjà expliqué l'équation de la blessure plusieurs fois. C'est lorsque la charge placée sur un tissu excède la capacité de ce tissu à absorber la charge. Donc pour parler français, si je dois freiner un poids, vous choisissez le contexte, ici avec mes biceps, eh bien imaginons que la charge placée sur ces tissus représente 20 kg, mais que mes biceps n'aient que la capacité d'exprimer une force de 10 kg. J'ai un excédent par conséquent de 10 kg, ce qui veut dire que voilà, la charge excède la capacité de mes tissus à absorber cette charge. Et c'est là que la blessure arrive. Pam, blessure, je me déchire les biceps par exemple. Okay? Donc là, la blessure arrive. Un deuxième point à comprendre, et c'est ce que j'explique dans le programme spécialiste de la hanche pour ceux qui participent au programme, et ce que je vais expliquer en détail dans le programme mentorship pour les coachs, mais je fais un petit résumé ici très rapidement. Comment le mouvement se crée, comment ça arrive? Alors ça arrive à travers des systèmes complexes qui se mettent en place. Et pour faire très simple, votre corps va exprimer le mouvement que vous lui demandez de faire
avec les outils qu'il a à disposition. Okay? Et il va essayer de trouver la meilleure harmonie possible entre ces outils pour exprimer le mouvement. Okay? Mais votre corps ne va jamais vous dire non, je ne vais pas faire le mouvement. Il va quand même le faire. Ce que je dis, c'est que votre corps va toujours aller du point A au point B. Mais des fois, il va y aller, d'accord, et il va devoir sacrifier quelque chose parce qu'il ne va pas vous laisser tomber. Alors, pour parler concrètement ici, si je prends l'exemple d'un squat, par exemple, eh bien, on veut avoir les bons outils pour faire un squat. Les bons outils, je parle ici d'articulation. On veut avoir les prérequis articulaires pour exprimer le mouvement qu'on veut exprimer. Donc ici, on parle d'avoir des bonnes chevilles, des bons genoux, des bonnes hanches, une bonne colonne vertébrale en fonction d'où on place la barre, de bonnes épaules ou des bons poignets. Okay? Mais maintenant, on va supposer qu'on ait tous les prérequis articulaires, c'est-à-dire qu'on a vraiment les outils pour exprimer le mouvement. Et un deuxième facteur à prendre en considération, eh bien, c'est la force que ces outils arrivent à exprimer. Et votre corps, encore une fois, le même principe s'applique, il va aller du point A au point B, d'accord, en maximisant ce qu'il peut maximiser. Mais une fois qu'il a maximisé ce qu'un outil pouvait donner, eh bien, il va utiliser un autre outil. Donc, je prends l'exemple du soulevé de terre ici, encore une fois, pour parler français et concrètement. Pour faire un soulevé de terre, eh bien, on va recruter principalement la musculature, les muscles autour des hanches. C'est ce qui devrait bouger la charge. Okay? Mais si ces muscles-là n'ont pas assez de force pour lever la charge, eh bien, d'autres tissus doivent rentrer en jeu pour aider à lever cette charge. Okay? Donc concrètement, mes ischios jambiers, les fessiers, un peu de quadriceps en fonction de la variante que vous utilisez, doivent prendre la charge. Je fais un soulevé de terre à 100 kg. Mais toute la musculature du bas du corps n'arrive qu'à lever 90 kg, 90 kg. Okay? Alors qu'est-ce qui se passe? On a un excédent de 10 kg. Votre corps va dire quoi? Il va pas vous dire ah, laisse tomber. Il va dire ah ok, si vous êtes vraiment borné, vous voulez quand même lever la charge, soulever la charge, et bien votre corps va dire ok, je vais utiliser quelque chose d'autre. Et c'est là où un autre truc va rentrer en jeu. C'est là où le bas du dos commence à s'arrondir. Okay? Imaginons que le bas du dos, eh bien, n'arrive pas à soulever cet excédent de 10 kg. Donc on a un excédent de 10 kg ici. Le bas du dos n'arrive que à soulever 5 kg. C'est la charge qu'il arrive à supporter. Vous avez entraîné votre bas du dos à soulever que 5 kg. Eh bien, on a un excédent de 5 kg. Et bam, on revient à l'équation de la blessure. C'est là où on se blesse. Okay? Pareil pour le biceps. On n'arrive pas à lever la charge. On commence à tirer. On commence à vouloir curl la barre. Et pam, il y a un biceps qui lâche. Encore une fois, c'est pas moi qui suis en train d'inventer les trucs, ça arrive souvent. Okay? Un soulevé de terre, un biceps qui se déchire. Pourquoi? Parce que le biceps est en train d'exprimer une force, d'accord? Il essaie de compenser, c'est vraiment ça. Et le biceps n'a pas forcément la capacité pour tolérer cette charge. Et il y a un truc qui saute, il y a un truc qui pète. Donc quand on comprend ça, on se dit ah ok. Là, si je teste un 1RM, par définition, je suis en train de tester ma rep max, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais été exposé auparavant, c'est quelque chose auquel mes tissus n'ont jamais été exposés auparavant. Donc on sait déjà qu'on est en train de se mettre dans cette zone-là qui est risquée parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et quand on comprend ça, bien on se dit, ah, on commence à voir les choses un peu différemment. Pour essayer d'être le plus précis possible, il est important pour moi de séparer cette conversation en deux parties, ou plutôt de choisir deux populations sur lesquelles on va s'attarder, on va analyser le tout. Okay? On a la première population qui représente la population générale, la personne lambda, vous et moi. C'est-à-dire qu'on fait du sport pour le plaisir. Moi, je fais plus de compétition. Je fais ça pour le plaisir, pour me maintenir, continuer à faire du développement. Mais je chasse pas la performance et c'est pas mon but principal, on va dire, dans le sens où j'ai pas de grand retour par rapport à ça. Je vais pas signer un grand contrat parce que j'ai levé une charge plus lourde. Okay? Donc, pour la personne lambda, même si on fait du sport pour le loisir ou à un niveau amateur, en compétition, et bien pour moi, ça n'engage que moi, je vois aucun intérêt à lever des charges extrêmement lourdes, à tester son 1RM. Pourquoi? Parce qu'on s'expose à un risque qui est beaucoup trop grand par rapport à la récompense qu'on pourrait avoir. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais moi, je suis un compétiteur amateur de crossfit, etc. Ok, cool pour toi. T'as snatch la barre à 100 kg, à ton repas de famille, tu le dis, tout le monde applaudit, ok, ça dure 5 secondes, et voilà. Mais par contre, si tu te pètes un genou, une épaule,
tu as une double hernie discale, et bien là, ça va vraiment affecter ta vie de tous les jours. Donc, je dis pas que c'est pas cool, c'est cool, bien entendu, on aime tous cette sensation, mais il faut, encore une fois, s'entraîner intelligemment selon moi. Et c'est pour ça que je ne recommande pas à la plupart des gens, les personnes lambda, la population générale, de tester leur 1RM parce que pour moi, ça nous expose à beaucoup trop de risques. Et je vais donner un exemple après sur quelle rangée on aimerait travailler pour continuer à avoir quand même des gains de force et faire du développement de gains de force. Okay? Et personnellement, en tant que coach, c'est important pour moi. Et je veux dire, de coach, moi, quand je vois d'autres coachs faire à leurs clients tester leur 1RM, ils font un soulevé de terre, ils ressemblent à Gollum du Seigneur des Anneaux. Je suis là, hey non! Je hoche la tête parce que, voilà, peut-être il n'y a rien qui se passe. Mais encore une fois, moi, je ne serais pas à l'aise à prendre ce risque-là personnellement. Et au final, les clients s'en foutent un peu aussi. C'est mon point de vue personnel ici. Maintenant, on a la deuxième catégorie de personnes qui sont les athlètes de haut niveau. Et là, on a une sous-catégorie. On a les athlètes de haut niveau qui font des sports qui ne requièrent pas de tester leur 1RM, selon ma définition, et les athlètes de haut niveau qui doivent tester leur 1RM parce que ça fait partie de leur sport. Et là, on n'a que 3 sports, d'accord? On a l'haltérophilie, d'accord? Le weightlifting olympique, on a le powerlifting et on a les crossfitters d'élite, d'accord? Donc, ce sont ces 3 sports qui demandent de tester leur rep max. Pourquoi? Parce que ça fait partie des contraintes du sport. C'est littéralement ce qu'est le sport. Le sport, c'est on va lever la plus grosse charge possible sur une répétition et on va être jugé par rapport à ça. Alors que si on est un joueur de foot, moi j'entraîne principalement des joueurs de foot, des joueurs de basket, des joueurs de tennis, des combattants, tout le monde s'en fout. Encore une fois, ça ne dit absolument rien sur vos capacités athlétiques. Mais si vous faites partie de ces 3 sports-là, eh bien c'est ce qui va déterminer si vous gagnez la compétition ou pas. Donc pour ces personnes-là, eh bien entendu, il faut tester sa 1RM, il faut savoir où on est, il faut travailler autour de ça. Mais pour les autres, ce n'est pas vraiment intéressant. C'est ce que j'aimerais que vous gardiez en tête. Donc on va regarder le tableau ensemble avec moi et je vais vous illustrer tout ça, pourquoi je dis tout ce que je dis, et je vais vous donner un peu un axe sur quoi vous devriez vous pencher, sur quelle rangée, et je vous explique encore une fois pourquoi je dis tout ce que je dis. Il y a toujours une logique derrière. Let's go. Ok, donc j'ai fait un graphe ici juste pour illustrer, donc je vous invite à penser en concept ici. Et tout ce que je vais présenter ici, c'est basé sur de l'évidence empirique, donc sur mon expérience personnelle principalement. J'ai pas de data en soi pour back-up tout ce que je dis ici, ok? Mais encore une fois, c'est du sens commun selon moi et ceux qui ont un peu d'expérience sur le terrain, ils le comprendront ici. Ok, ce que j'ai voulu illustrer, c'est que en fait, il n'y a pas une relation linéaire entre le risque et la récompense. C'est-à-dire qu'en rajoutant un peu plus de risque, on va avoir le même retour au niveau, on va avoir un retour proportionnel en termes de récompense. On arrive à un certain point, c'est un peu un principe qu'on retrouve en économie, où les gains deviennent marginaux par rapport au risque qu'on prend, d'accord? Et c'est ce que je vais illustrer ici. Donc on a le premier axe ici qui est la récompense. Donc la récompense, c'est qu'on devient plus fort. Donc c'est ce qu'on va représenter en gain de force. Et ici, on a le risque, donc les kilos, d'accord? La charge qu'on met en plus, c'est l'unité qu'on va représenter. Donc, j'ai pas de kilos précis ici parce que ça va varier en fonction de la personne. Donc, ce qu'on va utiliser, eh c'est un pourcentage pour représenter l'intensité, la charge qu'on va utiliser, mais qui est propre à chacun. 100% étant la répétition max, votre répétition max, ma répétition max, ok? Alors, ce qu'on voit ici, c'est que on arrive à un certain point, d'accord, ici, je fais en noir, on arrive à un certain point où, eh bien, vous voyez, ça commence à s'aplatir, où la courbe commence à s'aplatir et la croissance n'est pas exponentielle. C'est-à-dire que, tout d'un coup, ça devient plus plat ici. Et c'est sur cette zone-là que j'aimerais m'attarder. Donc, quand on est sur du 90-90% à 100%, c'est-à-dire qu'on travaille, on est ici sur du 3 reps max, donc 3 répétitions maximales qu'on va soulever, pousser, tirer, et 100% sont 1 RM. Okay, donc 90, 90, 3, ici une répétition. Et quand on arrive dans cette zone-là, selon moi, c'est là où ça commence à s'aplatir et on remarque la chose suivante. Okay, si je tiens un trait ici,
bam, en proportion par rapport à cet axe-là. Ce qu'on remarque, c'est qu'on prend énormément de risques, donc on avance plus sur la colonne, sur la ligne des risques, ici sur l'axe des risques, par rapport au gain qu'on gagne ici sur l'axe des récompenses. Donc si on utilisait les chiffres, par exemple, on a 10% en plus de risques, mais on a 1 à 5% en plus de récompenses. Et c'est là où vraiment, je pense que la plupart des gens ne devraient pas s'attarder, parce qu'on prend beaucoup plus de risques par rapport aux gains qu'on gagne. Okay? Donc si on regarde ici maintenant le 85% à 90% à 90%, là on travaillerait sur du 5RM et du 3RM. Si vous êtes un athlète de haut niveau, selon moi, eh bien c'est un spot qui me paraît plutôt intéressant. Okay? Si on prend la courbe ici, on a un risque, retour qui est plutôt égal. C'est-à-dire qu'on prend 5% de risque, mais on va avoir 5% de gain. Encore une fois, c'est juste pour illustrer, je vous invite à penser en principe ici. Mais cette zone verte-là, c'est cette zone-là dans laquelle on aimerait travailler, selon moi. Si on est un athlète de haut niveau, on veut faire du développement de force, mais on ne veut pas se mettre à risque parce qu'on ne veut pas se blesser. Si vous êtes un footballeur, si vous êtes un autre athlète de sport collectif, un combattant même, c'est pas de sport collectif, mais un combattant, eh bien, moi je travaillerai sur cette zone-là, avec mes athlètes, je travaille dans cette zone-là. Et sur mon expérience, eh bien, on fait des gains de force, même sur sa 1RM, en travaillant dans cette zone-là. Donc on a des gains gratuits, entre guillemets, sur sa capacité à exprimer sa répétition maximale, sans travailler directement sur sa répétition maximale. C'est là où ça devient super intéressant. Donc on a des gains en termes de force, mais on ne se met pas à risque. Et quand on pense à son expérience personnelle également, vous-même, d'accord, si je vous dis de faire un rep max, la probabilité que je commence le lift et que tout d'un coup il y a un truc qui se passe mal, j'arrive pas trop à calculer, j'arrive pas à jeter la barre avant, c'est très risqué. Mais si vous partez sur un 4 RM par exemple, 4 répétitions maximales, en général je fais ma première rep, je fais ma deuxième rep, je fais ma troisième et je sens que la prochaine ne va pas passer. Eh bien j'ai encore une marge de sécurité et je peux lâcher la barre. Mais si je travaille sur du 1 RM, eh bien j'ai pas vraiment cette marge de sécurité. Et pour moi cette marge de sécurité elle est très importante. Encore une fois, je travaille avec des athlètes qui valent des millions, littéralement des millions, et on ne peut pas se permettre de leur casser un genou juste parce qu'on a voulu satisfaire notre propre ego et dire ah j'ai augmenté ça 1 RM de 1%, on n'en a rien à foutre, et moi, pour moi c'est exactement pareil. Pour la population générale, donc si vous n'êtes pas un athlète de haut niveau qui veut faire des gains de force et vous ne voulez pas vraiment vous mettre à risque, un risque quelconque, eh bien moi j'invite la plupart des gens à travailler dans cette zone-là. Cette zone bleue, c'est la zone la plus intéressante. On va faire des gains de force, d'accord, mais le risque est vraiment bas. Et moi, la plupart du temps, aujourd'hui, je travaille dans ça parce que je ne dors pas beaucoup, j'ai beaucoup de travail, etc. Donc, je ne vais pas prendre plus de risques. Je ne vais même pas chercher les 85 à 90%, 90%, parce que j'ai quand même un risque ici. J'ai quand même le risque de faire la rep de trop. Ici, si je fais la rep de trop, eh bien, le risque est beaucoup plus bas, j'ai une marge de sécurité qui est beaucoup plus grande. Le risque zéro, de toute façon, n'existe jamais. Une blessure, ça peut arriver. Il y a d'autres facteurs à prendre en considération également. Mais voilà, pour résumer le tout, ici, quand on travaille sur du 2RM, 1RM, on a un risque très élevé par rapport à le retour qu'on va avoir, par rapport à la récompense qu'on va avoir. Pour la plupart des gens, c'est pas intéressant, sauf si vous êtes un crossfitter, un weightlifter et un haltérophile en français et un powerlifter. Maintenant, si vous êtes un athlète de haut niveau, vous voulez faire du développement de force, eh bien, je trouve que cette rangée-là, elle est plutôt pas mal. Et si vous êtes la personne lambda, encore une fois, moi, je serais beaucoup plus confortable à faire travailler les gens dans cette zone-là et proche du 85 éventuellement, d'accord, entre 80 et 85, on fait des gains de force, d'accord, on devient
plus fort et ça va s'observer, mais on se met pas à risque. Donc voilà, je suis curieux de savoir vos commentaires par rapport à ça. J'espère que ça vous aura aidé et que ça apporte un peu de nuance dans ce monde où on vous dit ouais, il faut lever à chaque fois 2 fois plus, 2 fois votre poids de corps. Enfin ça, ce sont des chiffres arbitraires qui ne représentent absolument pas vos capacités athlétiques. Donc gardez ça en tête et si vous avez vu la vidéo, commentez, likez, faites tourner. On se parle très bientôt. Peace.